Chers élèves de première générale, bonjour. Bienvenue dans ce tutoriel sur la métropolisation et ses effets en France. Après avoir fait le cours généraliste sur la métropolisation, nous allons voir comment se déroule ce phénomène en France. Vous avez à l'écran deux images. Paris, la métropole mondiale, celle qui relie la France au monde, avec sur cette image l'Arc de Triomphe et les Champs-Élysées, et en fond, le quartier de la Défense. Les Champs-Élysées étant l'axe qui symbolise la métropole parisienne, avec en son bout le Louvre et le jardin des Tuileries, au lieu du patrimoine culturel français, ayant une dimension mondiale. Les Champs-Élysées, grand lieu de la puissance politique française, avec les défilés militaires, mais également l'Élysée qui se trouve sur un des côtés des Champs-Élysées. Et enfin, au bout des Champs-Élysées, le poids économique de la France et son lien au monde au travers du Central Business District ou du quartier d'affaires qui est la Défense, avec ses sièges sociaux et ses tours. Sur l'autre photo, vous avez Marseille. Marseille est une métropole régionale avec un seul building, le siège de la CMA-CGM, grande compagnie maritime qui transporte des conteneurs de par le monde, mais également le MUSEM, un musée à dimension méditerranéenne, une métropole régionale qui cherche à avoir un rayonnement européen et méditerranéen. Ces deux images nous montrent d'emblée l'inégalité entre la première métropole française et une des secondes, si ça peut être Marseille ou alors Lyon, et le poids qu'a Paris, qui centralise absolument toutes les fonctions métropolitaines, à savoir toutes les fonctions de commandement de la France, mais également toutes les fonctions qui intègrent la France dans la mondialisation. Pour introduire, on peut également regarder cette carte pour voir rapidement la hiérarchie urbaine de la France, qui sera le plan de notre cours. En effet, à la tête de cette hiérarchie urbaine, nous avons Paris, c'est 12,5 millions d'habitants, mais surtout son quart du PIB français. Paris qui a une influence sur le grand bassin parisien et qui vampirise toutes les villes qui sont à sa proximité, qui ne peuvent pas connaître une croissance importante du fait de la proximité et de l'attraction parisienne. C'est ce que nous verrons dans le premier point du cours. Ensuite, on voit qu'il y a quelques métropoles régionales qui arrivent, assez éloignées de Paris, à avoir une influence sur leur proximité directe. C'est Lyon, Lille à l'extrême nord de la France, Strasbourg dans l'est, sur l'Alsace et la Lorraine, Toulouse en Occitanie, sur le sud-ouest, mais également Bordeaux, sur la façade atlantique au sud-ouest, bien sûr Marseille, sur la Côte d'Azur et l'espace de la Provence, et enfin Rennes et Nantes, qui jouent la concurrence sur la Bretagne. En plus de ces métropoles régionales, quelques réseaux de villes, ou villes moyennes, les villes moyennes sont les villes de plus faible population, inférieure à 100 000 habitants, ont des difficultés à acquérir des fonctions métropolitaines. Donc nous nous demanderons dans ce cours pourquoi peut-on dire que Paris est la seule métropole de dimension mondiale, mais également comment les métropoles régionales tentent-elles de s'affirmer face à Paris, et enfin quels sont les effets de la métropolisation sur l'organisation des grandes villes françaises. Donc dans un premier point, Paris, un poids énorme dans la hiérarchie urbaine française. Si vous regardez cette photo, ce n'est pas Notre-Dame de Paris. En effet, c'est la cathédrale de Reims, la cathédrale des rois de France. Mais Notre-Dame de Paris et l'incendie qui a eu lieu en 2019, marque les esprits parce que c'est la cathédrale gothique connue de par le monde. Or, il y a d'autres cathédrales gothiques en France, plus anciennes, voire même plus vastes, que ce soit celle d'Amiens, la plus vaste, ou plus ancienne et plus symbolique, celle de Reims, ou même celle de Chartres dans le bassin parisien. Or, vu la dimension mondiale qu'a Paris, c'est Notre-Dame de Paris qu'on a dans les esprits, du fait des œuvres d'art qui ont été faites, notamment le bossu de Notre-Dame. Paris a un poids énorme dans la hiérarchie française et on peut dire que Paris dirige la France. En effet, déjà, si on calcule l'indice de primatie, si on divise le poids de la première ville par le poids de la seconde ville en termes de population, ce poids est énorme. En effet, Paris concentre 20% de la population française, quasiment 30% du PIB français se fait en région parisienne, mais si on prend les cadres des fonctions métropolitaines, il y en a 463 000 à Paris, compte seulement 61 000 dans la seconde ville qui est Lyon. En plus de cela, les autres cadres des fonctions métropolitaines, d'autres villes de la banlieue parisienne, comme Courbevoie, plutôt alors Boulogne-Billancourt, même Nanterre ou ici les Moulineaux, sont dans le top 10 français, ce qui montre le poids de Paris et des villes à proximité dans les emplois de cadres des fonctions métropolitaines, les fonctions métropolitaines étant les fonctions de commandement et de rayonnement. Paris a une influence énorme sur le reste du territoire français. Paris, sur le cas, si on prend l'aspect économique des choses, le quartier de la Défense concentre l'essentiel des sièges sociaux des entreprises françaises,
les entreprises du CAC 40, 39 sur les 40 ont leur siège social à Paris. La seule qui ne l'est pas étant Michelin, dont le siège social est resté à Clermont-Ferrand. Paris a une influence énorme sur l'ensemble du bassin parisien, mais également sur les métropoles qui sont à proximité. On connaît ces célèbres vidéos de Parisiens qui vont habiter dans des métropoles provinciales qui sont proches du point de vue du TGV, comme Angers par exemple, ou même Reims ou Rouen, dans lesquels habitent de nombreux travailleurs parisiens. Paris concentre également 45% des chercheurs français, et bien sûr, c'est la seule ville française à avoir un certain nombre d'éléments et d'institutions que les autres n'ont pas. Le grand aéroport international français, Roissy-Charles de Gaulle, 60 millions de passagers annuels, c'est très loin devant Lyon ou Nice qui peinent à atteindre les 15 millions de passagers annuels. Orly, déjà, deuxième français qui est à Paris, à 32 millions de passagers annuels. Paris, du fait de sa dimension et de son poids, connaît des recompositions urbaines que les autres métropoles ne connaissent pas. Elle connaît une gentrification, c'est-à-dire une augmentation des prix du foncier dans le centre qui exclut les populations vers l'extérieur, très supérieure aux autres métropoles. En effet, les cadres, les fonctions intellectuelles et les revenus qui sont dégagés à Paris ont entraîné une augmentation des prix de l'immobilier qui est très importante, avec 9 000 euros le mètre carré sur le centre de Paris au milieu des années 2010. Mais à l'inverse, autour de Paris, il y a des populations d'une extrême pauvreté, notamment en Seine-Saint-Denis, et le pourcentage de pauvres dans la périphérie parisienne est parmi les plus élevés de France. 13 des communes les plus pauvres de France se situent dans l'aire urbaine de Paris. On voit sur cette carte les inégalités importantes qui font la réalité de la métropole parisienne. Inversement, la banlieue ouest, Neuilly, et les Hauts-de-Seine pour la banlieue proche, mais surtout Versailles et les Yvelines et toute une partie de l'Essonne concentrent des populations aisées, voire extrêmement aisées, à l'inverse de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne qui concentrent des populations pauvres et immigrées. Cela se traduit par des recompositions urbaines importantes, la sortie des industries des zones du centre de Paris et proche de Paris avec des grands chantiers de reconstruction et de reconquête urbaine sur des friches. D'ailleurs, les zones de Seine-Saint-Denis qui sont proches de Paris, Montreuil ou Saint-Denis même, subissent cette gentrification et les populations pauvres sont encore plus poussées vers l'extérieur. La création de villages olympiques dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024 est couplée de craintes en Seine-Saint-Denis de l'expropriation et de l'augmentation des prix du foncier qui repousserait les populations de cette zone-là vers l'extérieur. Ensuite, Paris est la synapse donc, entre la France et le monde. Alors, la synapse, c'est quoi? On prend la métaphore de la biologie. Une synapse, c'est dans les connexions neuronales ce qui permet de faire communication entre deux neurones. Donc, Paris permet de connecter la France au monde au travers de différentes institutions. En effet, Paris est une ville globale et elle reçoit déjà l'essentiel des touristes français. La moitié des touristes français qui viennent en France viennent pour Paris. Elle reçoit les grands événements internationaux, la Fashion Week, les Jeux Olympiques. Elle concentre également les fonctions métropolitaines en termes d'économie. On l'a dit avec Paris La Défense, mais également la Bourse, qui se trouve à Paris, au Palais Brognard. Elle concentre les sièges de commandement politique, à savoir le gouvernement. Et la France connaît une extrêmement forte centralisation de ses fonctions gouvernementales. L'ensemble des ministères se trouvent à Paris. Et la décentralisation étant faible, l'essentiel des fonctions de direction des administrations se trouve à Paris. Si on prend différents exemples, donc d'un point de vue culturel, Paris concentre les opéras, l'Opéra Garnier, la Grande Bibliothèque nationale François Mitterrand, la BNF, mais également de grandes salles de spectacle, Paris-Bercy ou le Stade de France, qui peuvent accueillir des événements internationaux. D'un point de vue sportif, c'est également le cas, avec l'arrivée du Tour de France, qui est le 3e événement sportif mondial, mais également la présence du Stade de France. La Coupe du Monde de rugby 2024 verra par exemple la finale avoir lieu à Paris. Sur les fonctions de transport, c'est le cas avec les aéroports, mais aussi les principales gares européennes, la présence de l'Eurostar et le TGV qui a un réseau en étoile autour de Paris. Et par exemple, Disneyland a construit son parc à Paris, parce que Paris est au centre de l'Europe et on peut relier Londres, Bruxelles, Francfort, Berlin ou même Barcelone et Milan depuis Paris en TGV, et donc c'est central en Europe du point de vue des communications. Si on prend les sciences et la recherche,
Paris a les seules universités classées au classement de Shanghai, la Sorbonne, mais également un pôle de recherche à Paris-Saclay, qui est de dimension internationale. Paris connecte donc la France à la mondialisation, et en ce sens, elle est une synapse entre la France et le monde. Alors maintenant, dans un second temps, nous allons voir les autres métropoles françaises qui essayent de survivre dans l'ombre de Paris. Alors déjà, en France, c'est extrêmement particulier, mais on a une définition officielle du terme de métropole, puisqu'en effet, les métropoles sont reconnues par la loi MAPTAM, qui est la loi de 2010, et en fait, certaines collectivités, certaines communautés de communes, si elles sont métropoles, elles ont des compétences particulières, et c'est le cas de 22 métropoles que vous voyez ici. C'est-à-dire qu'elles peuvent mutualiser un certain nombre de compétences, et l'État peut aussi leur donner quelques fonctions. Ces métropoles ont des importances différentes. Vous voyez ici les populations. Néanmoins, attention, parce que les populations, ce sont les populations des communes qui adhèrent à cette métropole. Ainsi, sur Aix-Marseille, il y a 1,8 million d'habitants dans les communes qui sont dans la métropole d'Aix-Marseille. Ça ne veut pas dire que l'aire urbaine d'Aix-Marseille soit plus peuplée que l'aire de Lyon, par exemple, parce que sur la métropole de Lyon, en fait, il y a beaucoup de communes qui ne sont pas dans la métropole, mais qui sont dans l'aire urbaine de Lyon. C'est également le cas pour Nice, dont la métropole a une faible population par rapport au poids réel de la ville de Nice. Le but de cette politique, c'est de rééquilibrer le poids de ces métropoles par rapport à Paris et de permettre un développement. En effet, la France est un pays extrêmement centralisé, et dans ce pays très centralisé, les métropoles régionales, nationales ou même européennes autres que Paris ont eu du mal à exister du fait de la concentration des hautes fonctions de commandement et des lieux internationaux à Paris, comme on l'a vu dans le premier point. Alors, déjà, l'objectif, c'est de développer les atouts de ces métropoles. En effet, ces métropoles ont un poids critique intéressant qui peut leur permettre de concentrer certaines fonctions de métropolisation, notamment dans le cadre de l'économie de la connaissance, avec des pôles de recherche des universités, et parfois des clusters technologiques qui peuvent être de haut niveau. Par exemple, Lyon Biopôle, qui est un pôle de compétitivité de haut niveau dans la biologie, ou alors Grenoble autour des nanotechnologies et du CEA, ou même Toulouse autour de l'aéronautique. En plus de cela, ces villes peuvent être extrêmement attractives parce qu'elles ont des coûts du foncier plus faibles que Paris, mais quand même une scène culturelle et un niveau de vie qui peut attirer des populations de cadres supérieurs qui peuvent être attirées par ces villes. En général, ces métropoles régionales drainent un réseau urbain de proximité. Lyon avec Saint-Étienne, Bourg-en-Bresse, Grenoble, ou alors même Marseille avec Avignon, Salon de Provence, Aix ou dans une moindre mesure Toulon. Ces métropoles essayent de changer leur image et de devenir attractives. Elles pratiquent donc massivement ce qu'on appelle du marketing territorial, comme on le voit sur cette image. L'objectif est de développer leur attractivité mais aussi leur image pour attirer des investissements, des touristes mais éventuellement des habitants et notamment des cadres supérieurs. Alors maintenant, on va tenter de faire la hiérarchie de ces métropoles et de la caractériser. Alors déjà, en dehors de Paris, on a 3 autres métropoles européennes. Déjà, on a Lyon, qui est une métropole industrielle, avec des fonctions de commandement du point de vue industriel, avec le pôle de compétitivité Lyon Biopôle, mais également des entreprises d'une taille critique importante, Biomérieux, etc. De plus, cette métropole a un quartier d'affaires dynamique autour de la Part-Dieu, mais également de nouveaux quartiers culturels qui ont fait l'objet de recompositions importantes, comme la Presqu'île, notamment autour du musée Confluence, mais également du nouveau siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Lille et Strasbourg ont également des fonctions européennes, Strasbourg avec le Parlement européen, Arte, et également la métropole lilloise avec des fonctions universitaires très dynamiques. D'autres métropoles sont des métropoles régionales qui bénéficient d'un effet Sunbelt, donc ça veut dire qu'ils sont attractifs pour les cadres, et qui voient des cadres parisiens déménager et qui profitent aussi du TGV et de la proximité à Paris, et donc de la liaison internationale. Donc là, j'entends par là Nantes, Rennes, Bordeaux, Marseille, et dans une moindre mesure, Nice. Ces métropoles extrêmement dynamiques connaissent une forte croissance de leur population, et sont des métropoles spécialisées dans les services. Ensuite, on a des métropoles régionales dynamiques, plutôt basées sur l'industrie ou alors sur d'autres spécialités productives, mais qui ont un plus faible ampleur. C'est le cas par exemple de Grenoble, de Nancy-Metz, de Clermont-Ferrand ou de Montpellier. Ces métropoles ont une influence sur leur environnement régional proche en étant des villes universitaires d'importance. Toulouse est une métropole un peu particulière puisque Toulouse est une métropole européenne par la dimension de capitale de l'aéronautique européenne, mais également une ville régionale
importante qui draine aussi également un effet Sunbelt. C'est une ville en forte croissance actuellement. Ces métropoles régionales connaissent donc un succès important. Elles bénéficient des politiques de centralisation au travers des métropoles, de la politique des métropoles liée à la loi MAPTAM, et elles tentent de faire un contrepoids à Paris. Néanmoins, aucune d'entre elles n'arrive à concurrencer Paris dans aucun domaine. Alors dans votre cours sur les métropoles régionales, vous devez avoir deux études de cas qui sont Bordeaux et Fort-de-France. 1 minute sur chacune. Fort-de-France, préfecture de la Martinique, ville symbole de la connexion importante qu'ont les Outre-mer avec la France. Bon, déjà, Fort-de-France s'appelle Fort-de-France. En effet, c'est le principal aéroport de la Martinique, mais c'est le port principal. Port et aéroport qui sont plus reliés avec les États-Unis ou la France qu'avec leurs îles des Antilles qui sont à côté, mais même des Caraïbes en général. En effet, le poids de la diaspora et également l'héritage colonial fait que les liens avec la Martinique sont extrêmement forts. Fort-de-France connaît un développement important autour des fonctions touristiques, un léger développement de la croisière, mais également autour des fonctions culturelles et touristiques qui font de cette ville la symbole et la vitrine de la Martinique. Bon, Port-de-France connaît quand même de difficultés économiques avec une pauvreté importante, un solde migratoire négatif, un départ donc des gens vers la métropole et vers la France, parce qu'en effet, dans les Antilles, quand on parle de la métropole, on parle bien de la France et du territoire français en Europe. Néanmoins, il y a comme dans les métropoles européennes des recompositions urbaines avec une reconquête du front de mer, avec le nouveau quartier de la Pointe-Simon par exemple, mais également des recompositions urbaines sur les anciennes friches industrielles. L'économie de Fort-de-France est extrêmement tertiarisée. Les Antilles françaises connaissent en effet une part de l'économie publique dans leur économie qui est énorme. Ces villes étant des villes de représentation souvent et symbole d'une puissance étatique. Et cela ne correspond pas à l'économie beaucoup plus basée sur le tourisme ou alors l'agriculture des pays voisins. Alors maintenant rapidement Bordeaux. Bordeaux, une agglomération de 850 000 habitants qui est la préfecture de région de la Nouvelle-Aquitaine. Grande ville du sud-ouest qui a un réseau de villes autour qui lui sont dépendantes relativement important, qui va de Poitiers-La Rochelle jusqu'à même Limoges, qui est très connecté avec Bordeaux, et puis au sud Pau et Bayonne. Bordeaux qui est un centre universitaire important, mais qui est une métropole régionale qui n'a pas l'ampleur de Lyon ou même Toulouse, sa concurrente du sud-ouest, pas d'une spécialisation industrielle relativement en retrait, pas de centre d'affaires majeur. Néanmoins, Bordeaux bénéficie à fond de l'effet Sunbelt depuis qu'elle est reliée depuis 2017 à Paris en moins de 3 heures de TGV. Les prix du foncier ont d'ailleurs explosé dans le centre de. Alors Bordeaux tente un certain nombre de recompositions urbaines pour dynamiser la métropole. En effet, la célèbre Place des Grands Hommes, chantée par Patrick Bruel, et le centre historique de Bordeaux est très connu. Mais autour de la Garonne, qui se transforme au nord de Bordeaux en Gironde, Bordeaux transforme ses anciens chais, ses anciens ports viticoles bien sûr, en des espaces réaménagés, et crée aussi Bordeaux des lieux culturels autour du vin, puisqu'en effet Bordeaux, les grands crus de Bordeaux, des millions, peuvent faire connaître à Bordeaux un rayonnement régional. Bordeaux a également l'intention de créer un quartier d'affaires euro-atlantique au sud du centre-ville, à proximité directe. La métropole de Bordeaux tente donc des recompositions régionales pour exister sur la scène européenne. Néanmoins, comme on le voit sur cette carte, Bordeaux est une métropole extrêmement dépendante de Paris, et l'essentiel des liens des entreprises du secteur innovant à Bordeaux sont liés à des succursales de la métropole parisienne. Alors maintenant, pour terminer, on va parler des petites villes et des villes moyennes. En effet, les villes qui ne connaissent pas une dynamique de métropolisation en France sont dans une difficulté importante. En effet, soit elles connaissent une dynamique résidentielle, c'est-à-dire qu'elles sont dans une région attractive d'un point de vue de la résidence, soit des régions où il fait beau, donc c'est ce qu'on appelle l'effet Sunbelt, et donc les prix du foncier sont moins chers qu'à Paris ou dans les métropoles régionales, du coup, de jeunes actifs, des retraités vont aller s'y localiser, soit elles ne bénéficient pas de cet aspect-là, et elles sont en décroissance, comme on le voit sur cette carte. Certaines ont une situation favorable, celles qui sont sur les littoraux et dans le sud-ouest de la France, également dans le sud-est près des montagnes, ou près des frontières également, puisque c'est des villes dans ce cas-là qui se peuplent de frontaliers.
Inversement, quand elles sont au centre de la France ou dans le nord-est, là où il fait moche, et là où il y a peu d'aménités résidentielles, ces villes sont en perte de vitesse. Pourquoi? Parce qu'elles ne concentrent pas les fonctions métropolitaines qui les rendent attractives, à savoir des universités, des services de haut niveau, et dans le cadre de la métropolisation, ces villes n'ont pas la dynamique de métropolisation que peuvent connaître les métropoles régionales. Je rappelle que donc la métropolisation, c'est la concentration de fonctions de commandement. Or, ces villes n'ayant pas de fonctions de commandement, elles n'attirent pas les emplois de cadres de haut niveau, mais également toute l'économie qui peut être liée, et donc ces villes sont dans une dynamique négative. De plus, elles ne bénéficient pas de l'effet TGV, elles ont un contre-effet TGV peu relié à Paris. C'est l'exemple de Montluçon, par exemple, une ville d'un peu moins de 80 000 habitants, qui est plus loin, beaucoup plus loin que Paris que Lyon, alors qu'elle est plus près en distance temps, elle est plus loin que Lyon, alors qu'en distance kilomètre, elle est plus près. Et cela montre bien une certaine forme d'inégalité entre Lyon et Montluçon, qui a la défaveur de Montluçon. Villes en général donc, qui connaissent un enclavement fort. Alors ces villes peuvent connaître de telles difficultés qu'elles ont une dévitalisation de leur centre-ville, avec une vacance commerciale importante, des commerces qui sont vides, comme on voit l'exemple de Nevers, avec ces surfaces qui sont, par la mairie, qui sont décorées par la mairie pour ne pas rendre trop visible cette dynamique de vacances des espaces de magasins. De plus, ces villes moyennes ou ces petites villes étaient des villes industrielles et elles connaissent en général une forte désindustrialisation et la fermeture d'une usine peut être un drame total pour cette ville. On peut prendre l'exemple de villes-usines comme Moulinex à Alençon. Quand Moulinex ferme au début des années 2000, Alençon connaît des pertes de population extrêmement importantes, mais beaucoup de villes, petites ou moyennes, sont dans la même situation. Souvent, ces petites villes peuvent être dans des réseaux dynamiques. C'est le cas par exemple des villes de la métropole. C'est le cas par exemple des villes de l'arc alpin, mais d'autres par exemple sont dans des dynamiques extrêmement compliquées. Si on prend par exemple dans le centre Val-de-Loire, certaines villes ont un réseau de voies ferrées et de trains qui les relient uniquement à Paris et elles sont très peu reliées entre elles. On peut prendre l'exemple de Nevers, Bourges ou Vierzon ou Châteauroux qui sont relativement mal reliées entre elles, alors qu'elles sont bien reliées à Paris, et ce qui rend euh, et, leur dynamique de réseau urbain relativement fragile. Voilà, on en a terminé pour ce cours sur les métropoles. Ce qu'il faut retenir, c'est que Paris écrase la hiérarchie urbaine française et la hiérarchie métropolitaine française. En effet, c'est la seule métropole mondiale française, c'est même la seule métropole européenne, avec Lyon, Lille et dans une moindre mesure Strasbourg. Cette ville de Paris a un indice de primatie qui montre son poids en termes de population, mais c'est pire dans ce qui concerne les fonctions de commandement dans tous les domaines. Les métropoles régionales arrivent à survivre et s'en sortent sur des segments particuliers. Elles connaissent les mêmes phénomènes que Paris en atténué, à savoir des recompositions urbaines, une gentrification et des inégalités, mais en très atténué. Et les petites villes et les villes moyennes ne connaissent pas une dynamique de métropolisation en France, et leur attractivité dépend de l'attractivité résidentielle et donc des aménités qu'elles proposent, bénéficiant ou non d'un effet Sunbelt. Voilà pour la conclusion de ce cours, on en a terminé. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour un nouveau tuto.